Bon, en 1968, j'avais déjà rédigé des centaines de pages pour les séminaires de Grothendieck, mais je n'avais toujours pas de thèse. Donc les choses commençaient à devenir un peu inquiétantes. Et Grothendieck me propose à ce moment-là un sujet, déformation et complexe cotangent. On avait eu la visite de Quillen, qui venait de MIT et qui avait fait des travaux bizarres, mais qui devaient se révéler extrêmement novateurs et fructueux, sur l'algèbre homotopique. Donc, au-delà de l'algèbre homologique, il y avait l'algèbre homotopique. Et je me rappelle que Grothendieck l'avait écouté, avait pris des notes. Enfin, Quillen était une mine de choses nouvelles. Malgré tout, le complexe cotangent, qui était dans sa première version une construction de Grothendieck, déjà dans ses notes pour le séminaire Hartshorne, Residues and Duality, et ensuite une construction dans Lecture Notes. Mais le lien avec la théorie des déformations, c'était pas clair. Quillen construisait un complexe cotangent qui répondait à ce que voulait Grothendieck, mais seulement dans le cas affine. Donc il y avait un problème de globalisation, et c'est ça qu'il m'a proposé, avec plusieurs types de problèmes de déformation. Et du coup, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis mis à l'ouvrage, et bon, finalement, j'ai résolu le problème que Grothendieck voulait, de manière tout à fait simple, en fait. J'ai écrit à Quillen un résumé de ce que je faisais, et Quillen m'a dit « Ah, mais c'est parfait, tu devrais venir à MIT, viens donc en 70-71 ». Et donc, je suis venu en 70-71, et au retour, bon, moi, j'ai rédigé ma thèse assez vite, d'ailleurs, en 2 ans, essentiellement, et au retour, en 71, donc j'ai soutenu ma thèse. Alors, là, j'ai parlé de moi, mais je voulais dire qu'étaient devenus les autres mousquetaires. Eh bien, Verdier, lui, était devenu directeur des études à l'École normale en 69. Quant à Reynaud, lui, il avait travaillé sur autre chose. Il avait imaginé une nouvelle approche à la géométrie rigide, développée par Tate au début des années 60. Et il en avait déduit des théorèmes d'uniformisation pour les variétés abéliennes. Et il avait été invité pour ça au Congrès international de Nice en 1970. Donc ensuite, on espérait voir arriver une rédaction détaillée, mais bon, Reynaud n'était pas du genre à se mettre en avant vraiment, donc il disait que c'était pas important, que Mumford allait faire aussi bien, etc., etc. Donc finalement, les rédactions ne venaient pas. Bon, entre-temps, on suivait bien sûr à la place du séminaire de Grothendieck à l'IHES, qui n'existait plus, Deligne, qui venait d'être nommé à l'IHES, faisait un séminaire chaque année. Je dois dire que j'ai peu de souvenirs des séminaires 70, 71, 71, 72. En revanche, ce que je me rappelle, c'est d'abord qu'en 1972, il y a eu le congrès d'Anvers, où, comme Reynaud l'a expliqué dans un entretien, s'est produit une confluence entre la théorie des représentations, la théorie de ce qu'on appelle les formes d'automorphes, d'une part, et la géométrie algébrique ou arithmétique traditionnelle, en particulier la cohomologie elédique. Et je me rappelle au congrès d'Anvers, on avait Deligne qui parlait de représentation automorphe et modèle de Whittaker, etc. Et on avait Langlands qui parlait, lui, de cohomologie étale, un domaine où il était nouveau venu, mais à nouveau, il présentait des choses évidemment essentielles. Et donc il y avait cette confluence qui devait ensuite être essentielle pour tout le développement de la géométrie arithmétique. Mais ça, c'est la première chose. Mais la chose beaucoup plus spectaculaire pour moi, ça a été un certain jour de juin 1973. Donc je ne sais plus sur quoi portait le séminaire de Deligne. Toujours est-il qu'après déjeuner,
Deligne m'a dit « Ah, j'ai démontré la conjecture de Weil. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, j'ai raconté le point clé à Serre et il a été convaincu. » Je dis « Ah bon, alors là… » Bon, c'était un coup de tonnerre parce qu'on pensait que les conjectures de Weil seraient démontrées une fois qu'on aura démontré les conjectures standards. C'était ce que pensait Grothendieck. Il fallait d'abord faire les fameuses conjectures standards et ensuite, comme un frimur, la conjecture de Weil tombait. C'est vrai que les conjectures standards impliquent la conjecture de Weil, mais les conjectures standards n'étaient pas démontrées et elles ne le sont toujours pas aujourd'hui. Ce ne sera pas demain qu'elles le seront. En revanche, Deligne avait réussi à, en quelque sorte, circonvenir la difficulté en s'inspirant de résultats précisément qui venaient des formes automorphes, et même en fait déjà des formes modulaires. Je dois dire qu'en 66-67, pendant que Berthelot et moi travaillions sur Riemann-Rohr, lui, Deligne était à faire son service militaire, et donc il perdait son temps, mais en même temps il réfléchissait aux formes modulaires et à la construction des représentations éladiques associées aux formes modulaires, qui, après, une fois les conjectures de Weil démontrées, allaient finalement donner la conjecture de Ramanujan. Bref, en 73, le jour de juin, c'était un coup de tonnerre. Donc une semaine ou deux après, il y avait un colloque à Cambridge où Deligne était invité, mais là du coup on lui avait donné 6 heures d'exposé pour qu'il puisse expliquer la démonstration complète. Alors, bon, il y avait foule dans la salle, je me rappelle, et bon, je ne peux pas dire, mais on sentait que les gens guettaient l'erreur. C'est pas possible, quoi. C'est trop fort. Il y a forcément une anicroche quelque part. Eh ben non. Deligne exposait toutes les démonstrations, et à la fin, la conjecture de Weil était démontrée. Et, bon, une partie, la rationalité avait été faite par Grothendieck, mais la partie très difficile, qu'on appelle l'hypothèse de Riemann sur les corps finis, elle avait résisté, et Deligne, en utilisant des choses inspirées de ce qu'on appelle les méthodes de Rankine, donc venant des formes automorphes, avait trouvé le procédé pour les démontrer. Alors, l'automne suivant, donc l'année 73-74, je fais mon premier cours de DEA à Orsay. Et donc, je dis, bon, je vais faire un cours sur la démonstration de Deligne des conjectures de Weil. Alors, c'était un cours d'une année. Et du coup, au début, je faisais les rappels, géométrie algébrique traditionnelle, espace projectif, variété duale, etc., comme le JLadic, comme le Jétal d'abord, les théorèmes principaux, et comme le JLadic, bon, tout, et puis finalement, dans la dernière partie, la démonstration de Deligne. Alors, pas longtemps après le début de mon cours, peut-être un mois après, j'ai vu venir vers moi un jeune élève de l'école normale qui m'a dit, voilà, bon, je suis en deuxième année, j'aimerais faire un DEA, est-ce que vous pouvez me proposer un sujet? J'ai dit, bah, écoutez, je vais réfléchir, vous pouvez me donner votre nom, oui, c'est Gérard Laumont. J'ai dit, bon, bah, écoutez, je vais réfléchir. Donc la semaine suivante, je lui ai proposé 3 sujets. Alors, après, il a réfléchi un moment, et puis la semaine d'après, il m'a dit, écoutez, il y en a 2 là qui ne m'intéressent pas, mais celui sur degré de la variété duale d'une hypersurface, singularité isolée, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler là-dessus. Mais en même temps, bon, c'était un travail de recherche, donc il n'allait pas pouvoir s'y mettre tout de suite. Donc il fallait qu'il soutienne un DEA d'abord. Et alors, en DEA, il a eu le courage de rédiger la démonstration complète que Grothendieck avait donnée de la formule des traces. Je l'avais faite dans le cours, et c'était pas rigolo, hein. Il a souffert, mais il l'a fait très très bien. Et curieusement, eh ben, le problème qui me paraissait intordable sur le degré de la variété duale dans le cas des singularités isolées,
une généralisation des formules de Plucker, eh ben, il l'avait résolu. Il avait été tout seul, il avait appris la théorie des cycles évanescents, il avait discuté avec Tessier, il a vu les invariants supérieurs, et il avait trouvé la bonne formule de manière très simple. Et à l'automne, en août 1974, il y avait l'école d'été à Arcata. Il y a beaucoup de géométrie algébrique. Deligne, il racontait la cohomologie étale qui faisait encore un peu peur à l'époque. On est dans 1974, il avait 10 ans pourtant. Elle faisait encore un peu peur et donc il essayait de la démythifier en quelque sorte. Et puis il y avait Mumford, il y avait Fulton, il y avait et plein de gens. Je me rappelle un jour, Mumford m'avait dit écoute, Ilusi, demain tu devrais nous faire un exposé sur SGA6, sur le théorème de Riemann-Rohr. C'est 600 pages. Moi, si, mais si. Donc il y avait une sorte de comment dire, de facilité en quelque sorte, et décontraction, c'est peut-être ça, et qui faisait que finalement on se racontait des choses éventuellement difficiles ou longues de manière simple, et ça marchait. Et naturellement, Laumon racontait sa formule. Je me rappelle, il y avait une élève de Kleinman qui avait fait des cas particuliers et qui était un peu ennuyée de se voir en quelque sorte doublée là-dessus. Donc voilà. Et ensuite, Laumon a demandé à travailler avec moi. Et donc, ensuite, je l'ai eu en thèse. Voilà. Alors, ensuite, Orsay, Orsay a vraiment pris un départ, je mettrai algébrique à Orsay, en 1976. Parce qu'en 1976, Reynaud décide, avec de Mazur, de créer une équipe associée au CNRS. À l'époque, comme Reynaud l'a expliqué dans son entretien, les chercheurs au CNRS, moi j'avais tout doucement monté les échelons, j'étais devenu peut-être chargé, attaché puis chargé. Bon. Et on travaillait chez soi, puis on venait de temps à autre, à Bure, à Orsay ou à Paris pour écouter des exposés ou discuter avec les gens, mais il n'y avait pas, on était un petit peu en apesanteur, on n'était pas rattaché à une équipe. Et donc Reynaud décide de créer une équipe c'est l'une des premières équipes qui sont venues à Orsay. Il y avait, elle était venue après l'équipe de topologie, l'équipe d'analyse harmonique bien sûr, et donc elle s'appellera arithmétique et géométrie algébrique. Avec le recul, je trouve que, elle s'appelle toujours arithmétique et géométrie algébrique. En quelque sorte, c'était un petit peu bizarre de mettre à côté, donc séparer arithmétique et géométrie algébrique. C'est une distinction qui était un peu périmée, dans la mesure où la géométrie algébrique de Grothendieck englobait l'arithmétique. Alors, pour éviter ça, Deligne avait eu une formule qui a eu un immense succès ensuite, et dit géométrie arithmétique. Voilà. Donc on ne va pas distinguer entre l'arithmétique et la géométrie algébrique, on dit géométrie arithmétique. Enfin, toujours est-il qu'on avait cette équipe, s'est constituée. Peu à peu, elle va devenir une équipe d'environ une trentaine de membres. On avait une secrétaire, Madame Bonardel. Et on va commencer tout de suite. Et donc, en 76, il se trouve que j'ai été recruté à Orsay comme maître de conférence, ce qui correspond à un professeur de 2e classe aujourd'hui. Et donc, avec Giraud et Reynaud, on va faire un séminaire de 76 à 78. Alors, pourquoi pas... Verdier, lui, il était toujours à l'école normale, et entre parenthèses, c'est lui qui m'avait envoyé Laumon. Laumon était, je ne sais pas, le cacique ou presque. Il m'avait envoyé, je ne le savais pas. Bien sûr, je ne l'ai appris qu'après. Mais
on commence le séminaire. De Mazure, hélas, était parti à l'école polytechnique en 1976. Donc c'était un séminaire sur les surfaces. À l'époque, on s'intéressait beaucoup à la géométrie algébrique de petites dimensions, particulièrement les surfaces K3. Et Deligne y fera des exposés, certains que je rédigerai. Et donc il y a plusieurs thèmes qui sont apparus dans ce séminaire. Il y avait les surfaces, et il y avait les surfaces de Hilbert-Blumenthal, le relèvement donc des surfaces K3, ça c'était les résultats de Deligne, dualité plate, fibre vectorielle, instable, etc. Stabilité donc, ou instabilité des fibres vectorielles. Donc un séminaire qui a duré 2 ans. Et c'était une époque très agréable. Ensuite, il y a eu d'autres séminaires plus spécialisés, notamment sur quelque chose que, oui, je n'aime pas beaucoup parler de ce que je fais, mais de ce que j'ai fait, mais malgré tout, en 1975, donc après Arcata et le cours que j'avais donné sur Veille 1, lui, Deligne, avait donné un cours sur une généralisation de Veille 1, il s'appelait Veille 2. Et bon, j'avais suivi, Laumont aussi, mais en 1975, c'était quelque chose de tout à fait différent, qui avait trait à un exposé qu'avait fait Berthelot à Arcata sur des travaux de Bloch. Bloch avait construit un complexe bizarre, qu'on appelait le complexe des courbes typiques, qui calculait la cohomologie cristalline et qui permettait de calculer ce qu'on appelle les pentes de cette cohomologie cristalline. C'était une construction qui faisait intervenir des groupes de K-théorie, une construction un peu bizarre qui marchait sous des hypothèses assez restrictives. Et en 1975, Deligne m'écrit une lettre en me disant « mais je pense qu'on peut complètement se débarrasser de la K-théorie et faire une construction purement de géométrie différentielle pour reconstruire ce complexe de Bloch ». Et alors j'ai regardé ça, j'ai travaillé dessus et finalement j'ai appelé ce nouveau complexe de de Rham-Witt et ça a été le début d'une longue théorie qui est encore assez active aujourd'hui. Et donc dans les années 78, 79, etc., il y a eu des séminaires ou des exposés là-dessus. Notamment, je dois dire, il y a eu en 78 des journées de géométrie algébrique à Rennes, où j'ai eu la possibilité d'exposer mes résultats. Et je me rappelle que c'est Dieudonné qui m'a convaincu de rédiger. Il m'a dit « Oh, Ilusy, il faut que vous rédigez ça, c'est très bien. » Bon, je ne pensais pas que c'était si intéressant que ça, mais bon. Donc du coup, je l'ai rédigé, et voilà. Donc le départ a été pris. Alors, je dois dire aussi, à ces journées de géométrie algébrique de Rennes, il y avait aussi quelqu'un qui était venu, et dont je n'ai pas encore parlé, et qui allait jouer un rôle important à Orsay, mais après. Ce quelqu'un, c'était un jeune qui avait parlé d'abord dans les années 60. J'ai dit dans les années 60, il n'y avait pas de géométrie algébrique essentiellement en dehors de Bure. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait au moins de la géométrie arithmétique, d'abord beaucoup au Collège de France, avec les cours de Serre et les séminaires autour de son cours, qui était que d'ailleurs les auditeurs du séminaire de Grothendieck suivaient en général. Mais il y avait aussi quelque chose qui s'appelait le séminaire de Lange Piso-Poitou, séminaire DPP. Et bon, c'était un séminaire vraiment purement orienté vers l'arithmétique, notamment ramification, analyse péadique, transcendance, etc. Et alors, il y avait un jeune inconnu qui avait fait des exposés sur la théorie de Sen, de la ramification. Ce jeune inconnu, c'était Jean-Marc Fontaine. Et Jean-Marc Fontaine, on devait le revoir, bien sûr. D'abord, dans les années 70, il avait fait, je crois,
73-74. Il a fait un cours PECO au Collège de France sur la classification des groupes P divisibles. Et puis, tout doucement, il élaborait un programme pour résoudre le problème que Grothendieck avait posé au congrès de Nice, qu'ils appellent le problème du foncteur mystérieux. Et il construisait patiemment des anneaux qu'on considérait au début comme bizarres, un peu énormes, et finalement qui allaient se révéler des outils absolument essentiels dans la géométrie arithmétique. Et à ces journées de Rennes, déjà, Fontaine commençait à présenter ses travaux. Il y avait aussi, bien sûr, d'autres parties à Orsay qui étaient vivaces. Colliothélène, qui était arrivé en 70, faisait des travaux tout à fait remarquables sur les variétés rationnelles. Et il y avait également René Elkick, qui était arrivé en 78, si je ne me trompe pas. Elle avait fait sa thèse avec Reynaud et elle avait des résultats de premier plan sur les singularités isolées. Donc Giraud, de son côté, continuait ses travaux sur la résolution des singularités avec son élève Cossard, travaux qui ont finalement abouti au moins dans le cas de petites dimensions, des dimensions 3. Et donc il y avait aussi, je dois dire, une interaction avec deux autres séminaires importants, le séminaire d'Oisy-Verdier à l'école normale, notamment théorie de Hodge, comme le JL-Adic, et puis avec le séminaire Spiro, lui aussi à l'école normale, pinceau de variété abélienne, qui allait finalement avoir un impact sur les travaux de Faltings ensuite. Voilà, donc ça c'est, je crois que c'est à peu près ce que je peux dire pour les années 70. Et alors, dans les années, à partir de 80, une personne va arriver à Orsay qui va changer le cours des choses, changer la physionomie de notre équipe, qui va avoir une influence considérable. Donc, mais ça, je vais en parler dans le prochain épisode. Donc, insert, deuxième chapitre. Bon, c'était... Attendez. Voilà. Allez-y. Bon, c'était l'époque où on s'intéressait aussi à la pathologie, comme on dit, comme le gîte de Rame, en caractéristiques positives. Et aussi toutes sortes de choses qui sont vraies en caractéristiques, qui ne sont plus en caractéristique P. Et Reynaud a donné le premier exemple d'une surface projective lisse avec un faisceau inversible ample en caractéristique positive qui ne vérifie pas le théorème d'annulation de Kodera. Et donc ça a été... bon, on n'avait aucune raison de penser que le théorème de Kodera devait s'étendre à la caractéristique positive, mais enfin c'était le premier exemple, c'était très difficile de fabriquer ce genre d'exemple. Et cette pathologie a été ensuite au cœur des travaux qu'on a fait ensuite, moi tout seul d'abord, et puis avec Reynaud sur complexe de Daravid, mais ça j'en parlerai après.